Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de La vie de Charlie. Nous avons enregistré cet épisode, c'était le 27 mars 2025, donc il y a un an. D'ailleurs vous allez entendre pendant l'enregistrement, dans ce podcast, que l'on parle des 97 ans de Charlie Sanson, car il est né effectivement un 7 avril 1928, mais comme il a pris un an de plus, c'était son anniversaire cette semaine. Charlie a 98 ans et je lui souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire. C'est un podcast incroyable aujourd'hui, je l'ai redécouvert en faisant le montage, je vous avoue. On parle de sa fille, de sa fille Marilyn. On évoque ses trois épouses et on va aussi évoquer des rencontres incroyables, entre autres avec Grace Kelly de Monaco, avec le secrétaire du Dalai Lama, et oui, rien que ça, et puis ses participations à la création de plusieurs magazines de danse, parce que sa seconde épouse avait une école de danse et avait participé à la création d'un magazine qui s'appelait Chaussons et Petits Rats, qui a ensuite évolué et qui s'est appelé Pour la danse. Voilà. Et ensuite, Charlie nous racontera aussi son entrée dans le magazine L'Inconnu, où on va commencer à explorer un premier pan ésotérique de Charlie Sanson ce soir, c'est-à-dire ses rapports avec la divination, on va dire, à travers la boule de cristal. Et oui, Charlie Sanson est une bohémienne qui sait lire dans les boules de cristal. Il va vous expliquer un cas bien précis qu'il a vécu et qui est assez incroyable. Voilà, en tout cas c'est une émission vraiment qui est des plus passionnantes, hein. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Et on se retrouve dans 2 semaines, parce que samedi prochain, vous aurez droit à l'épisode trimestriel de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Mais en attendant, voilà, rendez-vous avec Charlie Sanson ce soir pour une soirée exceptionnelle. À toi, Charlie. Bonjour et bienvenue dans La vie de Charlie. C'est la troisième partie de ce roman fleuve, car Charlie, tu as une vie qui est un roman fleuve. Bonjour Charlie, comment vas-tu? Beaucoup d'activités sur malheureusement beaucoup d'années maintenant qui se sont accumulées. Ah oui, ça, les années effectivement s'accumulent, hein. Bon, on rappelle à nos auditeurs qui prendraient l'émission en route que tu es né le 7 avril 1928, donc c'est dans 10 jours, c'est ton anniversaire. 97 ans. 97 ans, exactement. Donc voilà, sur les 2 premières parties, on a vu, bien ton enfance et puis, ton adolescence, le début de ton âge adulte, dans ces périodes après-guerre, et on s'était quitté la fois dernière sur un petit, un petit renseignement que tu nous as glissé entre 2 phrases et sur lesquelles, je voulais qu'on revienne sur, notre entretien d'aujourd'hui. Parce que tu nous as parlé de ta fille. Donc effectivement, j'ai pas encore eu l'occasion de te poser, les questions. Charlie, est-ce que tu as eu des enfants? Et si oui, combien? C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs mariages. D'accord. Je me suis marié trop jeune, à 22 ans, avec quelqu'un qui était très jeune aussi, donc ça n'a pas tenu. Et on m'a divorcé. Et je me suis remarié après avec quelqu'un qui était presque une amie d'enfance et qui était danseuse à l'Opéra de Montpellier. Je connaissais bien sûr parce que j'allais toujours moi dans le théâtre. Elle était, comment dirais-je, presque danseuse étoile, quoi, hein, à l'Opéra de Montpellier. Mmh. Et il y a le Riceau, elle s'appelait, voilà, hein. Et on s'est mariés. Et on a eu tout de suite après une fille qui est née en 1959. Voilà. D'accord, et qui se prénomme? Elle se prénomme Marilyn. Marilyn. D'ailleurs, j'avais fait une chanson qui s'appelait Marilyn. Bien évidemment.
et on salue, Marilyn si elle nous écoute. C'est ton unique enfant ou tu as eu, d'autres, Unique enfant, c'est mmh, mon unique enfant, oui. d'accord. Ah oui et donc 59, oui là tu avais quel âge en 59? 29, tu avais 31 ans? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Quelque chose comme ça. D'accord. C'est-à-dire que pratiquement, c'est assez curieux, entre ma mère et moi, il y a 30 ans, et entre ma fille et moi, il y a pratiquement 30 ans de différence. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Ce qui est d'ailleurs pas courant parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait des enfants plutôt jeunes. Moi, je sais que mes parents m'ont eu à 18-20 ans. Et oui, ça a complètement changé avec la vie de maintenant. Tout à fait, ouais. Alors donc du coup, la mère de Marilyn, Éliane, c'est ça? Eliane Richaud, c'était son nom, D'accord. et elle était danseuse étoile donc à Montpellier, et demi-caractère, et le demi-caractère, elle faisait les rôles classiques, bien sûr, Mmh. dans le ballet, mais elle avait aussi les rôles de caractère, les danses russes, les danses espagnoles, tu vois, les danses de caractère, c'était cette qualité. Et donc, elle a été à Montpellier, puis elle a été danseuse étoile à l'opéra de Besançon, et même à Perpignan également, tu vois. Mmh. Alors Et puis quand on s'est marié, la Marilyn est née un an après, ce qui fait que elle a arrêté la carrière de danseuse. Elle était encore à Perpignan, mais elle a surtout divergé un peu. Elle est allée vers l'enseignement de la danse classique, bien sûr. Voilà. d'accord. Alors nous, ce qui nous intéresse fortement, c'est de savoir, comment tu as rencontré, Éliane? Comment ça s'est passé? C'était au détour d'un tour de chant, ou d'un spectacle que tu On se connaissait déjà, on se connaissait sur les danseuses du ballet, on se connaissait, on faisait des galas ensemble, tu vois. mmh tu m'as dit que c'était une amie d'enfance, c'est ça? De l'enfance, de jeunesse. De jeunesse, d'accord. C'est pas pratiquement. D'accord. Parce que souvent, quand on faisait un gala, il y avait les professeurs de danse de l'Opéra de Montpellier, Madame Langlois, Madame Davin, qui étaient des professeurs et amis en même temps. Et, euh, souvent, le ballet participait à des galas organisés, tu vois. Mmh. Par exemple, à la Libération, ou plutôt à la Victoire, on avait fait le grand gala, le cœur de la Victoire, et automatiquement, il y avait le corps de ballet de Montpellier qu'on engageait. Et dans le corps de ballet, il y avait Yann qui était là, et qui souvent, en plus du ballet avec lequel elle dansait, exécutait des danses comme des danses espagnoles ou des danses russes, tu vois, des danses de caractère. Ah ouais. On imagine bien. Du coup, cette idylle, elle a duré combien de temps, avec Éliane? Avec Eliane, euh, on est resté assez longtemps ensemble, puisque Marie est née, mais euh, elle a monté une école de danse, on l'a montée ensemble à Béziers, Mmh. c'est là qu'elle a fait ses classes comme professeur, et puis elle a monté une école de danse à Montpellier, tu vois. Elle a D'accord. monté une école de danse à Montpellier, mais on a eu alors là quelques différents parce que, comment dirais-je, elle avait un caractère très, très personnel, et par exemple, Marilyn, quand elle a commencé à s'intéresser à la chorégraphie, elle donnait des cours chez sa mère. Elle avait déjà 16-17 ans, tu vois. Mmh. Et à un moment donné, il y avait un grand concours à Paris, organisé par la scène française. Et ce concours à Paris Marilyn avait présenté son ballet, sa chorégraphie avec des gamines, une dizaine qui étaient là. Et elle a eu le premier prix de la scène française pour toute la France, tu vois. Ah bien. Elle avait 18 ans, si bien que Serge Lippard, qui était la grande vedette étoile à l'opéra, est allé la féliciter, tu vois. Et D'accord. le problème qui a été un petit peu avec mon épouse, c'est que sa mère n'était pas jalouse, mais sa fille, c'était sa cause. Et il fallait qu'elle reste chez elle pour donner les cours. Mmh. Or, quand elle a eu ces succès-là, elle a eu
des demandes. Par exemple, on avait une amie qui était professeur de danse à Paris, Solange Golovine, qui est célèbre, bien sûr, c'était ses amis. Et Solange Golovine, voyant les qualités de Marilyn, proposait de la prendre à Paris comme seconde, tu vois, dans son école. Une école qui est quand même au centre de Paris, près des Champs-Élysées, tu vois. Mhm. C'est quand même important à l'avenue de Georges V, là. Et sa mère, non, 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 je la garde, je la garde. Bon, ensuite, bon, pour là, elle avait à peine 18 ans, on n'a rien dit, mais moi, ça m'était resté sur le cœur, parce qu'elle lui a bloqué sa situation, tu vois. Mhm. À ce moment-là, quelques temps après, par un ami qui tournait beaucoup, comme un danseur, il avait une compte danse qui était un concurrent, mais un concurrent ami, à Montpellier. Et donc, lui avait eu des relations beaucoup avec la Grèce, et un jour, il avait parlé d'elle à Patra. Mhm. Patra en Grèce, c'est la grande ville industrielle. C'est-à-dire qu'en Grèce, tu as Athènes, qui est la ville mondaine, la capitale, mais la ville vraiment riche, où tout se fait sur le plan, on peut dire, économique, c'est le port de Patra, sur D'accord. la mer Égée. Et à Patra, la municipalité avait décidé de créer une école de danse, et par cet ami, on proposait la direction de cette école à ma fille, à Marilyn. D'accord. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ah bah oui, et du coup, elle a accepté? Et elle, bien sûr, elle aurait accepté, mais elle ne pouvait pas se tourner contre sa mère. Et sa mère lui a dit, si tu t'en vas, tu n'es plus ma fille. Oh, quel Et dommage. sa mère, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas une arrière-pensée, mais une pensée qu'elle disait. Et elle avait un bon professeur chez elle qui ne lui coûtait rien. Eh oui, oui, oui. Oui, et puis on... À ce moment-là, les relations, moi, avec sa mère, se sont complètement gâtées. Ouais, oui, Ça s'est gâté complètement. Ça s'est gâté complètement. On a divorcé. Et maintenant, elle a une maison de retraite, mais là, elle a une bien volonté, tu vois. D'accord. Alors donc du coup ta fille, c'est bah, c'est dommage parce qu'elle a pas été faire sa carrière à Elle avait une carrière soit avec Golovine, soit en Grèce. Elle aurait pu y passer 5 ans, 10 ans, peut-être plus. Mmh. Ça lui donnait une notoriété extraordinaire en France. Mmh, 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 mmh. Ah ouais. Ben oui. D'accord, oui, parce que je suis en train de effectivement de regarder, Solange Golovine effectivement était vraiment, avait vraiment une grosse renommée, hein, dans les années 50, hein. Elle faisait partie de la compagnie du ballet du marquis de Cuevas et elle avait effectivement son école de ballet à Paris, à l'avenue Saint-Georges. Tout à fait, ouais. Donc C'était Florence Golovine, c'était les 4 Golovines. C'est les 4 Golovines oui, qui étaient danseurs. bah, Et c'était les tous des amis, d'ailleurs. Hein. d'accord. Il y a Quand les 4 Golovines, pour une fois, se sont réunis, c'était à Monte-Carlo, où quelqu'un de la famille royale, Charlotte, était une amie de la famille, elle avait invité les 4 Golovines mmh mh. pour se réunir à Monte-Carlo. Et évidemment, Solange m'a invité. Mmh. Et elle ne pouvait pas y aller, elle avait des cours, mais j'y suis allé là-bas, il était porteur de Golovine, avec les 4 Golovines, et j'ai eu l'occasion, par Solange Golovine et les amis, d'avoir une assez longue conversation avec la princesse Grace, tu vois. Avec Grace Kelly? C'était Grace de Monaco, oui, Eh oui, à cette époque-là. mais monsieur Sanson a eu une grande conversation avec Grace Kelly, dis donc, ça claque ça, Charlie. Ah ouais, est-ce qu'elle était aussi belle qu'on le prétend? Mais déjà, quand même, c'était une année, elle avait déjà passé la quarantaine, bien, hein. Mmh. C'était une femme très belle, oui, et surtout très avenante, très simple, très gentille, tu vois. On avait eu une conversation sur la danse, bien sûr, hein, Ouais. parce que les 2 filles qu'elle avait étaient dans une école de danse, hein, D'accord, avec Marie-Clave et Somodova, que j'ai bien connu également, qui était professeur de danse à Monte Carlo. d'accord.
OK. Ah ouais, c'est drôle comme anecdote, ouais. Ah oui, Solange Golovin avec ses 3 frères qui étaient connus dans le monde de la danse, hein, Jean, Georges et Serge Golovin, effectivement. Mmh. Et alors donc du coup ta fille, qu'est-ce qu'elle a fait après cela? Elle a continué quand même, tu disais? Ma fille a continué avec sa mère. Et elle a quand même, elle a passé le bac Mmh. avec mention, quoi. Hein. Elle a quand même fait une étude normale. Elle est allée, après quelques temps, à l'université Paul Valéry, mais ça n'a pas accroché vraiment. Et elle s'est tournée vers l'enseignement de la danse, carrément. Hein. D'accord. Donc elle Elle l'enseignement de la danse. Et elle a surtout composé beaucoup de ballets, tu vois. Par exemple, euh, quand, quand on a changé de municipalité, le prêtre, qui était un ami de la famille d'Eliane, a, Pêche a été élu, il a libéralisé le théâtre municipal de Montpellier, qui était interdit aux écoles de danse. mmh. Et là, au contraire, il a popularisé, il a mis à la portée de tout le monde, et à ce moment-là, il nous a offert 2 ans de suite le théâtre municipal gratuitement pour faire un ballet. Et moi, à ce moment-là, j'ai composé 2 ballets, Mmh. un qui s'appelait Une étoile nommée Soleil, et un autre ballet qui était La mémoire d'un mur. Et c'est Yann et Marilyn qui ont composé la chorégraphie. Ça a été au théâtre municipal de Montpellier, avec les grandes affiches, etc. Tu vois. D'accord. Donc quand tu dis que tu composais, les ballets, c'est-à-dire que tu écrivais donc, paroles et musique, c'est ça? Non, moi, comment dirais-je, j'ai écrit le thème du ballet, D'accord. l'histoire du ballet, tu vois, si tu préfères. Oui, mais il y a d'accord, parce qu'il y a Et après, j'avais un ami, avec qui j'ai fait des chansons, d'ailleurs, la chanson de son ensemble, Thierry Moratti, un excellent compositeur, qui avait composé la musique de chaque ballet. Donc, c'était la musique originale, c'était des ballets vraiment, une création, quoi. mmh mh. On avait parti des musiques hier, c'était vraiment des créations. Et ça avait bien marché, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais, si, eh bien, ces ballets continuent à être, joués, quelque part, Non, non, ça n'a pas été repris. ça a pas été Ma repris? fille l'a repris quand elle a créé son école de danse. D'accord. Elle avait repris l'école nommée Soleil. Alors, on a la musique originale, bien sûr, avec cassette. À cette époque-là, Eh oui. c'était les cassettes, bien sûr. Bon, beh, c'est tout un pan de vie là, tout ça effectivement qui nous amène, les 20 ans de ta fille là, on est autour des années, fin des années 70, début des années 80. Alors toi de ton côté, pendant toute cette période là sur les 20 premières années de ta fille, je suppose que tu continuais, tes tours de chant? Qu'est-ce que C'est-à-dire que là, moi, ça m'a entraîné. Il y avait le tour de chant, il y avait la caisse d'allocation où je travaillais, il y avait beaucoup d'activités que j'avais dans le spectacle et dans la chanson, bien sûr. Et à cette époque-là, pour faire la publicité de l'école de danse et pour défendre la danse, j'ai créé un journal de danse, tu vois. J'avais créé d'abord à Montpellier pour faire la publicité de l'école de danse. Et puis, il n'y avait qu'un seul journal de danse en France, c'était les saisons de la danse. C'était Philippe Hersin, qui était devenu un ami parce que lui, c'était un journal qui parlait surtout de la danse, sur les ballets, les grandes danseuses, etc. Moi, j'ai créé un journal de danse qui était surtout un journal pour les jeunes danseuses, pour l'apprentissage de la danse, tu vois. il s'appelait comment ce journal? Alors, le premier journal que j'ai créé s'appelait Chaussons et Petits Rats, Ah tu oui. vois, c'est adressé aux enfants. Et après, ça m'a lancé dans la défense de la danse qui était enseignée par n'importe qui, n'importe comment. Donc après, avec, je t'en parlerai, il y avait Norman Val, il y avait l'école chorégraphique à Paris. C'est lui qui m'a donné l'idée que mon journal, pour le lancer sur le plan national, vraiment, on l'appelle Pour la danse. D'accord. Donc pour la danse, c'est un journal qui a duré plusieurs années,
mais qui était pas en concurrence avec les saisons de la danse, tu vois, puisque nous, ça s'adressait surtout à l'enseignement de la danse. Oui. Et avec l'ENVAL, on avait créé, à cette époque-là, la FNADEC, Fédération nationale de danse éducative et professionnelle. L'ENVAL était un ancien danseur du ballet de Monte-Carlo. Il avait son école à Paris. On avait sympathisé beaucoup, tous les deux. Et on avait beaucoup d'idées communes sur le plan philosophique, tout ça. On s'entendait très bien. Donc, on est parti en guerre, en quelque sorte, pour défendre l'enseignement de la danse. À cette époque-là, n'importe qui pouvait très bien donner des cours de danse, même si elle n'avait jamais reçu, tu vois. Mhm. C'était pas contrôlé. Ouais, Et évidemment, la danse classique, c'est quelque chose d'important, et mal enseigné, ça peut déformer une enfant. Hein. bien sûr. Mhm. Et là, on a travaillé avec l'ENVAL, parce qu'il y avait une loi qui était parue en 1960 qui voulait réglementer la danse. Et cette loi, elle avait été parue au journal officiel, mais en France, quand une loi paraît, elle n'est pas applicable. Il faut les décrets et arrêter d'application. Mhm. Et les décrets d'application impliquaient le ministère de la Justice, au cas où il y aurait des problèmes avec la danse, le ministère de la Culture, le ministère de la Santé. En fait, il y avait 6 ministères qui faisaient leur décret d'application. Et c'était bien, c'était le français, c'est même le gaulois, tu vois, ces ministères se tiraient la bourre, comme on dit. Mhm. Les grands très forts. Ce qui fait que cette loi de 1960 n'avait jamais été appliquée. Et avec l'Inval, on est parti en guerre pour qu'on trouve une loi qui soit appliquée. Et on est arrivé à un résultat 10 ans après, tu vois. D'accord. C'est un peu une partie importante de mes activités. Mais j'ai continué mes autres activités quand même. Hein. Mhm. Oui, là, je vois sur mon outil que effectivement la loi, il y a une loi en 1965, le 1er décembre 1965, qui a été l'une des premières tentatives pour réglementer la profession de professeur de danse et des établissements où s'exerce cette profession. Voilà. Ensuite, la loi elle a été abrogée le 10 juillet 1989 pour établir des règles encore plus strictes. Voilà. Donc, Alors là, après, on a obtenu maintenant que quand quelqu'un est professeur de danse classique, c'est vrai, surtout classique, mhm, c'est quelqu'un qui a vraiment une capacité, qui a passé un examen, qui a une culture générale aussi, c'est important, parce qu'on ne peut pas se dire professeur qui est vraiment à zéro pour le côté culturel, quoi. Hein. mhm. Donc maintenant, cette action a quand même bien poussé l'application d'une loi qui maintenant est en cours C'est ça. pour des danses classiques, vraiment quand on en est capable. Évidemment, pour les danses contemporaines, c'est différent. Parce que les danses contemporaines, beaucoup de gens font leur propre méthode. Hein. Alors, il Parce que faut, le classique, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très organisé. il faut quand même un diplôme d'État hein, pour enseigner la danse contemporaine et jazz. Tout à fait. Ouais. C'est ça. C'est le diplôme d'État et c'est quelque chose qu'on ne peut plus ouvrir un cours de danse. Moi, j'ai connu euh, à l'école de danse de mon épouse, hein, Mm. il y avait une gamine qui devait avoir dans les 15 ans, comme ça, et qui n'était pas douée pour la danse. Mais les parents étaient de gros industriels, ils avaient des sous. Mhm. Donc, j'aurais voulu qu'elle fasse quelque chose. Mais malheureusement, elle n'était pas vraiment capable de mettre un pas devant l'autre. Si bien qu'une fois, les parents s'étaient fâchés en disant à Yann qu'on ne la voyait jamais, qu'elle était toujours derrière dans les ballets annuels de l'école de danse. Mhm. Si bien que pour leur faire plaisir, un jour, Yann avait monté un ballet qui s'est passé dans la forêt. Et elle était au premier rang, elle faisait un arbre. Alors évidemment, les gens s'étaient passés, ils étaient partis, et comme ils avaient des sous, ils ont monté un local, et elle est devenue professeur de danse. D'accord.
ça se faisait comme ça, c'était pas. Mmh. Heureusement, tout a bien changé. Bon donc bah, c'est bien du coup, tu es quand même, à l'origine avec, ton ami, d'une avancée sur cette branche-là de mmh. Ah oui, là, on a eu des trucs, je peux le raconter maintenant, tu sais. Quand on s'est réunis en 70 pour justement pousser qu'on fasse une nouvelle loi, ça faisait un an que la première loi était sortie, ça fait 10 ans que la première loi était sortie. On a eu dans les syndicats de danse qui s'étaient montés, l'Inval et d'autres organisations. On a été convoqués pour une réunion au ministère de la Culture. C'était Michel Guy, toi tu te rappelles, qui était ministre de la Culture à ce moment-là. Mmh. Tout à fait. Et Michel Guy avait, bien sûr, il avait été mis là par Giscard d'Estaing, il connaissait rien à la danse, mais il était ministre. Il avait avec lui un homme qui est vraiment d'une certaine valeur, administrateur, qui s'appelait Igor, je le connais, c'est son prénom. Et donc, Igor était là et c'était lui qui parlait. Je me rappelle que quand on a été face au ministre, à Igor et quelques personnalités qui étaient là, moi j'étais au premier rang à côté de Belval, qui était connu, bien sûr, et j'étais au premier rang, avec mon magnétophone sérieux, et Michel Guy avait demandé à Igor qui c'était ce magnétophone. Et Igor lui avait dit, c'est le journal pour la danse. Mmh. Donc, je me suis rendu compte là qu'avoir un journal, ça donne quand même un certain poids. Ah, eh oui. Ça a un certain poids, parce que tu vois, avec ce journal, j'avais quand même le ministère de la Culture qui avait pris 38 abonnements. Tu vois? C'est pas la question des abonnements, mais c'est Oui. que le journal avait un certain poids, quand même. Mmh, mmh mh. Tout à fait, C'est quelque chose, hein? exactement, ouais. Oui, donc Michel Guy, hein, pour nos spectateurs, il est également connu pour avoir fondé le Festival d'automne à Paris en 1971, un événement qui associe art plastique et spectacle vivant. Alors, dans l'anecdote que je peux te raconter, c'est loin maintenant, on peut le raconter. Oui. Euh, Pendant qu'on se réunissait, on avait créé, le ministère avait créé une commission. Mmh. Donc, c'est parti, qui s'est réuni pendant 2 ans pratiquement. On se réunissait au ministère de la Culture, à la rue Saint-Dominique, et cette commission était là pour étudier comment on pouvait proposer des textes pour la prochaine loi. Mmh. Et ce qui est embêtant, c'est que ce qui se disait dans cette commission allait au ministère et le ministère le gardait secret. Comme on avait monté la fédération de danse avec Naval, Mmh. les gens qui faisaient partie de l'association nous reprochaient de ne pas dire ce qui se passait. Le ministère le gardait secret. Ouais. Et évidemment, ça nous embêtait beaucoup. Alors un jour, on a eu un rendez-vous avec un haut fonctionnaire du ministère de la Culture pour poser des questions à ce sujet. Et ce haut fonctionnaire était un ami de l'Inval, tu vois, en même temps. Donc on arrive au ministère de la Culture, rue Saint-Dominique, là-haut, on arrive au ministère de la Culture, ce monsieur nous reçoit très aimablement, tu vois, on discute, et il nous dit, vous comprenez, moi, je ne suis pas le ministre, et le ministre ne veut pas que les délibérations de la commission soient connues avant qu'on ait pris les décisions. Donc, je ne peux pas vous donner tous les renseignements. Oui, ils sont là, ils sont sur mon bureau, là, devant vous. J'ai tous les détails, mais je n'ai pas le droit de vous les donner. Mmh. Et on continue à parler. Et un moment après, il me dit, vous m'excusez, j'ai un petit rendez-vous, j'en ai pour un quart d'heure, je reviens. Voilà. Et il t'a laissé, dans le bureau, c'est ça? Avec les papiers sous le nez? Bien sûr, il a fait exprès. Bah oui, il a fait exprès, c'est Il a ça. fait exprès. Là, et moi, on a pris tous les renseignements qu'on a voulu. Et puis, on a mis ça dans mon journal. Les gens ont été renseignés, mais ce n'était pas des secrets, vraiment. Ça Ce s qui ont été l'avancement des discussions pour la prochaine loi. ça C'est tout. eh oui, ça s'appelle des fuites. Et je me rappelle qu'à la commission, il y avait M. Landowski,
j'avais entendu parler. C'était vraiment, voilà, riche en culture, quelqu'un d'important. Et M. Landowski euh, m'avait dit de voir une des anciennes étoiles qui travaillait souvent en province, parce qu'elle a une grande école qui était à Cannes, de Rosala Itoé, elle avait donné tous les renseignements. Tu Mhm. vois. Voilà, c'est un peu une salade particulière, donc. Et, et Landowski m'avait dit, parce que de la voix, moi je ne peux pas officiellement me dire que je ne donne pas trop de renseignements, que ça reste un peu comme je le dis. Et voilà, voilà comment ça se passe, tu vois. Ouais. Ça se passe, il ne faut pas parler au président, bien sûr. Oh, ça doit être pire au présent. Ça doit être pire. Euh, je m'en doute. Allez, on revient dans les années 60, Charlie. Euh, Oui, Bah, se tient dans les années 60, il y a quand même des événements sur le plan mondial qui sont d'importance. Et je voulais savoir si bah, justement, toi, tu les avais vécus, entre guillemets, en direct à la télé ou à la radio. C'est deux événements. Un, l'assassinat de Kennedy. Et deux, le, le premier pas de l'homme sur la Lune. oh, ben oui, j'ai suivi, mais comme tout en témoigner, tu vois. Mhm, Ça m'intéresse beaucoup. Je me suis toujours intéressé à tout ce qui est culturel. Et ça faisait partie de la culture l'un et l'autre, bien sûr. J'avais des opinions également là-dessus. Je n'étais pas étranger à la vie sociale, à la vie contemporaine. Hein. Ça, mhm, c'est certain. Mais dans ces années-là, pour moi, ce qui a été important, c'est que je faisais du tour des temps et j'avais connu euh, un chef d'orchestre qui avait qui était retiré à Montpellier, qui était René Baubière, qui avait une gentille de Rimbaud. Le gentille de Rimbaud était l'établissement site de la ville de Montpellier. mhm, Il n'y avait pas de boîte à cette époque-là. Et j'avais un ami avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Lou, qui dansait, qui était chanteur, et ils ont commencé à créer la présence d'un chanteur dans l'orchestre de Rimbaud. Et puis Isabello a été malade, il est reparti dans sa famille, il a abandonné le chant, et Baubière m'a demandé, bon, je n'avais jamais fait d'orchestre, hein, j'avais fait aussi le tour de chant, mhm. il m'a demandé si je voulais rentrer dans son orchestre pour chanter pendant le bal. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on peut dire une carrière parallèle, hein, bien sûr, de chanteur d'orchestre. Et D'accord. ça a été vraiment très intéressant. Et alors ça consiste en quoi un chanteur d'orchestre? Parce que c'est vraiment une profession qu'on ne connaît pas nous aujourd'hui. Autour des chants, tu choisis tes chansons, tu chantes 5, 6 chansons, ça dépend, Oui. mais tu as un accompagnateur, et le rôle de l'accompagnateur, c'est le mot, c'est de t'accompagner. Mmh. Donc si tu ralentis, tu vois, il te suit. Alors que là, l'orchestre, c'est gens dansent, hein, et on Ah, ne peut pas se permettre de ralentir la moindre fantaisie, tu vois. Et donc d'accord. j'ai appris un autre métier que le tour de chant, Mmh. tout à fait différent. Et là, il fallait, à Rimbaud, on avait l'orchestre le samedi soir, les grands chantiers des soirées, pareil pour le réveil de fête et les jours de fête, tu vois. Mmh. Et il fallait chanter tous les morceaux à la mode. Donc j'avais un répertoire extrêmement fourni de toutes les chansons, il en sortait beaucoup à cette époque-là. C'était l'époque des années 60, c'était les années 50 même. Ouais. Les années 50, quand c'est rentré à l'orchestre. Il y avait beaucoup de chansons qui sortaient. Et comme je faisais quand même du tour de chant quand même, en dehors de l'orchestre, j'avais des gens avec qui j'ai des relations. Il y avait un chanteur, Pierre Ballard, Mmh. avec qui j'avais de bonnes relations. Et c'est surtout José Cana, son accompagnateur pianiste, qui faisait des chansons, qui donnaient des succès, Moulin Rossa, Petite Lune, etc. Et José Cana me les envoyait avant même qu'elles soient éditées. Ce qui fait qu'à l'orchestre, on avait des primeurs, des chansons qui n'étaient pas encore sorties à la radio. Tu vois. Mais alors, est-ce que du coup tu t'essayais à tous les courants musicaux ou est-ce que tu restais plutôt dans le classique? Est-ce que toute la partie yéyé, rock, et cetera,
Tu... C'était avant le rock. C'était avant le rock. Hein. D'accord. L'orchestre jusqu'en 1966. Tu vois. D'accord. Ben le rock and roll, oui, est arrivé en France. Il est arrivé à peu près à cette époque-là. Ouais, peut-être même un peu avant. Tout ça, c'est arrivé début des années 60. Ouais. C'est-à-dire que la guitare électrique, les orchestres de trompette, tout ça, Oui, c'est à cette époque-là qu'ils se sont développés. d'accord. Et ce qui s'est développé, et là, ça a été quand même important, c'est les disques jockeys. Oui. On a commencé à faire danser avec de la musique enregistrée. Eh oui. Alors, ça a été terrible pour les petits musiciens, les petits orchestres, parce que dans les petites communes, ils avaient chaque année leur fête reprise, ils prenaient les orchestres, 5, 6, 7 musiciens. Ça Mm. en faisait beaucoup. Et quand se sont sortis les disques jockey, au lieu de payer 7 musiciens, ils payaient un disque jockey. Ça revenait moins cher. Eh, Je pense que ça a été un grand coup qui a été donné à la musique populaire, où beaucoup de gens qui apprenaient le saxo, la trompette dans les petites communes, on en a trouvé beaucoup moins. Ça a porté un grand coup à la musique, à mon avis. mm. Ouais, d'accord. Ouais. Ça s'est pas vu dans le grand public, mais moi qui l'ai vécu, ça a été vraiment une révolution, tu vois. Mm. Ouais, je comprends. Ouais. Imagine-toi que quand on faisait, j'ai travaillé avec les orchestres après, comme René Rigneux, à Millau, on avait des fois 15 musiciens, on faisait des unités, des choses. On faisait quand même travailler beaucoup de monde, tu vois. Mais à partir dans les boîtes qui se sont montées après, c'était, nous on faisait des balles, mais après il y avait les boîtes. Et dans les boîtes, il n'y avait jamais d'orchestre. Mm. Tout était enregistré. Ben oui. Ça a été une grande évolution dans la musique. Au lieu d'avoir de la musique vivante, on avait de la musique enregistrée, ce qui ne permet pas de faire tout ce qu'on faisait à l'orchestre. Tu vois. Si nous on pouvait demander un morceau, ou quand on voyait l'ambiance parmi les danseurs, on changeait les rythmes au coffre, là, avec la musique enregistrée, et maintenant, il n'y a que ça, Mm. pratiquement. Oh oui, c'est sûr, oui. Il y avait encore dans les balles populaires dans les années 80-90, il y avait encore des groupes, on appelait même plus ça des orchestres. Ça s'arrêtait là. Mm, Les années 80 ont marqué la fin des orchestres. mm, mm. Ouais, c'est ça, ouais. À mon avis, ça avait été observé. Mm. Mais moi, j'avais arrêté l'orchestre déjà. J'avais arrêté l'orchestre parce que je m'étais intéressé, comme tu sais, à l'ésotérisme, à l'extraordinaire, tout ça. Et euh, j'avais arrêté de faire l'orchestre de danse. Ils ont fait des compétences, ils ont. Mais je m'étais surtout mis à faire des conférences. D'accord. Bah alors, Comme c'est tout, ouais, tout à fait, conférences sur les ovnis, sur les mythes, sur les trucs comme ça. Mm, Quoi. mm. J'ai évolué vers l'ésotérisme, en Ouais. quelque sorte. Bah, c'est justement cette bascule-là qu'on aimerait maintenant pouvoir aborder. C'est comment ça s'est comment ça s'est, pardon, euh, réalisé cette bascule. Et c'est d'ailleurs pour ça je te parlais tout à l'heure de l'événement du premier homme qui a marché sur la Lune. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais commencé à t'intéresser au phénomène OVNI ou... Absolument, oui. Oui. Et... Ce qui s'est passé, c'est que, justement, par une réunion qui avait lieu, je me souviens très bien, à Lyon, sur les ovnis, j'étais à cette réunion, puisque j'avais un groupe d'ovnis dont je m'occupais à Montpellier. Je suis à cette réunion à Lyon, et là, j'ai rencontré un gars de mon âge, hein, et lui était rédacteur en chef du journal L'Inconnu, le D'accord. magazine, Ouais, mais magazine mensuel. c'est- Donc, on a sympathisé avec lui, surtout que c'était beaucoup des audits. Et moi, à cette époque-là, encore, j'allais très rarement à Paris, bien sûr, mais il m'a dit, quand tu viendras à Paris, moi, je suis à la rue Amélie, à rédacteur en chef de, de l'inconnu, viens me voir. Et moi, évidemment, je vais rarement à Paris. C'est peut-être 7 ou 8 mois après, d'ailleurs à Paris,
je me suis souvenu d'aller le voir. Je suis allé à la rue Amélie, on m'a dit, mais il y a plus de 6 mois qu'il n'est plus chez nous. Il faisait ses carrières de journaliste ailleurs. Mais j'ai tombé sur le patron, l'inconnu du magazine, Marc Tripier, il m'a dit, vous voulez le voir pourquoi? Et je lui ai expliqué. Il m'a dit de venir le voir parce que peut-être pour des articles, des choses comme ça. Et il m'a dit, mais moi, ça peut m'intéresser. Bon, pourquoi pas? Et, ben, elle a parlé avec Marc Tripier un peu, ce que je faisais, les conférences, tout ça. Il m'a dit, écoutez, laissez-moi votre adresse, peut-être j'aurai besoin de vous. Et tu sais, quand on te dit, laissez-moi votre adresse, Oui. habituellement, c'est une moyenne complète. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir des nouvelles de l'inconnu. Et quelques temps après, Marc Tripier me téléphone à Montpellier. Il était arrivé un drame, une famille de gens brésiliens, je crois que c'est les Brésiliens, avait fait des séances de Macumba dans un HLM et un gosse était mort. Ah. Tu vois, Mm. ça avait fait un scandale, et bien sûr, on avait parlé dans toute la France. Et donc, Tripier me dit comment ça se passe à Montpellier, qu'on a pris contact. Est-ce que vous pourriez m'envoyer quelque chose sur ce sujet-là? Je dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il me dit, oui, mais comme on va bientôt sortir le numéro mensuel, il faut que vous envoyiez ça dans 48 heures. Oui, pourquoi pas? Donc, moi, je suis allé à cette HLM, j'ai interrogé tout le monde, j'ai vu les journalistes qui avaient connu la famille avant que la famille soit bien sûr en prison ou à l'écart. Et donc, j'ai pu avoir tous les renseignements et détaillés sur cette histoire-là. Et il m'avait dit, mais il me faudrait des textes et des photos. Alors, les photos, qu'est-ce que j'allais photographier? Il y avait rien photographié. La famille était partie, elle n'était plus là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai photographié l'immeuble et le balcon du appartement où s'était déroulé le drame. Mhm. Il fallait tout ça lui envoyer 38 heures après. Donc, j'avais un ami d'Hugo Montpellier qui est photographe à la paillade. Et donc, moi, je prends mes 2 ou 3 photos. Je mets tout de suite ces discours. Je lui dis, écoute, voilà, cette pellicule, c'était les pellicules à cette époque-là. Eh oui. Il faut que tu me fasses tout de suite et tu me fasses les photos et qu'on les envoie immédiatement. Donc, toujours, prends mes pellicules, me tire les petites photos, la presse, on met ça dans l'enveloppe, on l'envoie au commandier avec un accusé de réception. Et c'est parti à Paris tout de suite, avec ma lettre. Moi, j'avais rédigé, c'était facile, j'avais rédigé. Mhm. Si bien que Tripier a sorti ce premier article, avec la photo que j'ai envoyée, le numéro qui suivant. Pour les mensuels, elle a été un des premiers à parler de cette histoire. D'accord. Mais alors là, on est dans quelle année là? On est dans les années 70, non? Ou avant? Je ne me rappelle pas quelle année c'était avant les années 80. Ouais, d'accord. D'ac- Je l'ai quelque part, le premier numéro. Mhm. Et alors après, bien sûr, avec Tripier, je restais en contact. Euh, Moi, j'ai fait beaucoup de conférences. Et dans mes conférences, j'avais beaucoup de photos, de diapos. Je suis allé à cette époque-là plusieurs fois à l'Égypte. Après, j'ai écrit des livres là-dessus. J'ai fait beaucoup de reportages sur des sujets, quoi. Sur l'ésotérisme, le côté fantastique, le côté symbolique. Donc, j'avais beaucoup de matériel. Et ce que j'ai fait, de l'envoyer à l'inconnu qui me passait un article par mois. Et on est rentré comme ça en contact avec qui était le patron sur le plan commercial, mais celui qui fabriquait le journal, c'était Vriac. Mhm. Vriac, c'est un gars à qui je dois beaucoup, parce que c'est un gars avec qui, plus tard, on a beaucoup travaillé. Donc, avec Vriac, il m'a appris comment choisir mes photos, il m'a appris comment reconnaître, préférer les diapositives. Moi, ça me servait parce que sur mes conférences, j'avais beaucoup de diapositives. Donc, quand je lui proposais un spectacle, un article,
En même temps, je lui ai proposé des diapositives, il va te voir comment on choisit les diapositives, etc., etc. Donc, il m'a vraiment appris ce métier, en quelque sorte. Mhm. Et Briac, donc, était le, le vrai fabricant, celui qui faisait vraiment le fourrage. Et Briac, avec Didier, il avait plusieurs journaux, les journaux de Cherché, tout ça, ils se sont séparés amicalement, bien sûr. Briac a conservé l'inconnu, alors que Trissier a pris d'autres choses, tu vois. Donc, Briac conservait l'inconnu, et là, j'ai eu affaire à lui tout le temps. On a collaboré, et il a monté la librairie de l'inconnu. C'est le 84, je crois, rue Pierre-Féligus, à Paris. Donc, dans les courants-là, dans la librairie de l'inconnu, Vriac, avec qui j'avais établi des relations très amicales, c'est quelqu'un, quand on faisait quelque chose, qui fait très vieille France. On ne faisait pas un contrat. On s'est tapé dans les mains, c'était le contrat. Mhm. Moi aussi, pour envoyer un article, ou des choses comme ça. Donc, rien qu'à monter la librairie de l'inconnu. Et un jour, il me dit, mais ce qui m'embête, c'est que je vends des livres ésotériques sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et la plupart du temps, ce sont des livres de traduction d'âme. Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose en français? Mais oui, moi, avec plaisir. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur la. D'abord, mon épouse, je pense à mon épouse, Mhm. Sabina, a écrit le livre sur les tarots, qui a été écrit par Thomas Sienne. Mhm. Et puis après, moi, j'ai écrit des livres sur tout ce qui concerne l'ésotérisme, l'interprétation des rêves, la Briac qui voulait absolument sur la numérologie. Moi, j'avais des amis numérologues, vous connaissez bien la numérologie. Donc, j'ai fait des livres très spécifiques et j'avais personnellement, je pratiquais le matin, la boule de cristal. Et j'ai écrit plusieurs livres sur la boule de cristal. Ah, tu pratiquais la boule de cristal, alors ça se passe comment ça là? C'est parce que nous on a l'image d'une vieille voyante, d'une vieille bohémienne avec sa boule. Je me suis intéressé sur la boule de cristal par la banque parce que ça m'intéressait, ça m'intriguait. Évidemment, j'avais essayé de comprendre quel était le processus qui faisait que vraiment il y avait des résultats. Et j'ai eu l'occasion, par une association philanthropique de Montpellier, qui avait des relations avec le Dalai Lama, d'interviewer à Montpellier, pendant une demi-journée, je veux dire, un des secrétaires du Dalai Lama. D'accord. Ça a été extraordinaire pour moi. Et donc là, avec ce personnage qui ne parlait que l'anglais, moi je ne parle que le français, avec ce personnage et l'interprète, on a vraiment beaucoup parlé. Et moi, ça m'intéressait de l'interroger. Par exemple, il m'a répondu avec beaucoup d'amabilité comment un Dalai Lama va être désigné quand celui qui est vient de mourir. Il m'a raconté que c'était dans les lacs sacrés, dans les eaux calmes des lacs sacrés, les rivières, ils allaient voir dans les reflets dans l'eau les symboles qui allaient leur permettre de savoir où était né le nouveau Dalai Lama, comment ils pouvaient le rencontrer, à quel titre à quel signe ils le reconnaîtraient. Donc, il m'a donné des renseignements extraordinaires sur la pratique, non pas de la boule de cristal, mais de ce fait qu'il y a l'eau qui enferme des renseignements, Mhm. qu'elle révèle une moitié. Et dans la moitié que l'eau révèle, il avait des symboles suffisants pour prédire. C'était la même chose avec une boule. D'ailleurs, le prêtre a parlé des boules qu'ils avaient à plusieurs facettes, etc. Ce qui fait que ça m'a pu m'intéresser à la boule de cristal et à chercher à la pratiquer Mhm. avec le verre d'eau d'abord.
Alors, c'est que moi, je m'étais intéressé vraiment. J'ai écrit plusieurs livres, dessus d'ailleurs, hein, sur la boule de cristal. Et quand j'avais un ami qui organisait beaucoup de festivals, des œuvres, surtout à Marseille. Noël, il s'appelait. Il avait une ville à Marseille. Et souvent, j'allais à ces festivals de voyance et j'en faisais le compte rendu dans l'inconnu. Tu sais qu'on était devenus des amis avec ce personnage, ce libraire de Marseille. Et un jour, il me téléphone. On avait beaucoup parlé de la boule cristal, bien sûr. Hein. Et un jour, il me téléphone. Il me dit, tu sais, j'ai fait inviter les deux voyants de Paris qui sont trop bons pour la semaine prochaine, mon prochain festival. Il dit, tiens, est-ce que tu peux venir avec ta boule? Je dis, non, je les avais fait que pour moi. Mais il dit, si, viens ici, si tu le fasses. Il est démarré comme ça. Ah ouais, incroyable, ouais. Et donc du coup, est-ce que tu as eu des résultats probants? Ah Heu, oui, oui. ouais. Là, je les raconte dans le livre. Mais j'ai eu des résultats qui m'ont surpris, qui m'ont vraiment surpris. Et ça m'a conforté dans la confiance à la boue. Je veux t'en raconter un. Mmh. Avec plaisir. Je faisais, là, je me suis mis à pratiquer la boue, bien sûr. Ça m'intéressait beaucoup. Ça me permettait d'étudier ces systèmes de renseignement de là par des symboles. Comment on trouve, on repère les symboles, on les interprète. Ça m'a passionné dans ce domaine-là. Et j'avais le festival à Cannes, cette année, de voyance, c'était des amis qui l'organisaient. Et j'ai été amené à y aller avec ma boule de cristal. Et à une époque, le côté vraiment, qui m'a vraiment le plus surpris, c'était l'époque où il y avait la, la grande révolution au Liban. Mmh. Ouais. Alors donc, ce qui m'a le plus impressionné, donc dans le cristal, j'avais des résultats vraiment qui étaient intéressants. Et je reçois un couple de gens qui venaient du Liban, ils se mettent devant moi, il y avait une table, donc on était cette table, en se voyant. Ils se mettent devant moi et ils me disent, voilà, on aimerait avoir des renseignements par rapport aux événements de Liban, qui m'ont goûté. Et ils me disent, on a des problèmes, notre neveu nous a pas suivis en France, et on voudrait savoir ce qu'il est devenu. Mmh. Alors, c'est que là, après j'ai analysé dans la boule, je vois comme une grande pièce et devant des barreaux, devant, Mmh. au premier plan. Et derrière ces barreaux, dans la pièce, il y avait une grande forme blanche, comme un cercueil. Mmh. Je l'ai interprété comme ça, hein. Mmh. Et je leur ai dit, mais votre neveu, j'ai l'impression qu'il a eu des problèmes. Et il m'a dit, lui, il a été emprisonné et on pense que il a été exécuté. Moi, ça m'a marqué vraiment. Hein. Ah oui. Et alors après, il faut que lui, comment j'ai travaillé à cette époque-là, toujours, non pas de ne pas être croyant à ce que je faisais, mais je voulais comprendre. Et j'ai regardé, si j'avais eu ça dans la boule, c'était les reflets de ce qu'il y avait autour de moi. Mmh. Et j'ai vu, avec des grandes fenêtres qui étaient en face, des rideaux et des barreaux, c'était ce qu'il avait vu dans la boule. C'est que moi, j'avais interprété, tu vois. D'accord. Et donc, la boule nous renvoie des reflets de ce qu'elle est, vraiment, mais qui reflètent plein de valeur de symboles. Voilà comment j'interprète la façon de lire dans la boule. Et ce couple qui était devant moi, ils m'ont dit, mais on voudrait savoir, celui qui les a trahis, qui a trahi mon neveu, et qui nous a trahis nous, est-ce que cet homme-là, il est encore vivant? Comment est-il? Alors moi, le gars qui était devant moi,
était habillé avec une veste marron. Hmm. Une veste marron, là. Et je regarde dans ma boule, avec cette veste marron, ça a pris la forme d'un visage, mais d'un visage négroïde. Tu D'accord. vois? Oui. C'était pas un noir carrément, mais c'était un visage négroïde. Et ce que je fais, je leur décris. Écoutez, moi, je vois quelqu'un qui est comme ça, les cheveux très plus noirs, etc. Mais c'est bien vu. Je pense totalement que ça va faire le plus de trucs. Hmm. Alors, il me pose la question, donc, vous le voyez, mais est-ce que vous pensez qu'il est encore vivant? Et à ce moment-là, dans la boule, le visage que je voyais, c'est carrément liquéfié. Et je dis, non, je ne crois pas. Il me dit, on pense que c'était ça. Alors, ce que j'ai vu après, peut-être que c'est mon explication, Ah oui. c'est que quand il m'a posé la question, lui qui était immobile devant moi, il s'est mis à bouger. Hmm. Et en bougeant, il a détruit le visage que je voyais. Hmm, hmm, hmm. Voilà mon explication. Hein. C'est très personnel. Hein. Non, mais c'est intéressant. Mais pour moi, c'est intéressant. Hein. Parce que quand on fait la voyage dans la boule, il faut surtout faire abstraction des reflets de l'environnement qui paraissent dans la boule. Eh oui. Sinon, on va partir sur le fausse piste. Il faut que la boule soit suffisamment éclairée, mais pas trop, tu vois. Hmm, hmm. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, on ne le dit plus, je vois le tableau qui est là-bas, je vois la personne qui est là-bas. Non, non, on voit uniquement les reflets dans la boule. Et voilà comment on travaille avec la boule de cristal. Et puis après, je vais continuer. Quand je suis parti à Martinique et en Guadeloupe, avec en 1985, puis en 1985, là-bas, je suis allé avec ma boule de cristal, tu vois. D'accord. Et il y avait beaucoup de monde. Il m'est arrivé de faire 20 consultations dans la journée. Incroyable. Et vraiment, j'ai pris confiance à ma boule de cristal. D'accord. En revanche, en cela, j'ai fait comme une grande voyante de Belge que je connaissais qui était venue à Cannes. En cela, tu vois, j'ai toujours refusé de lire la boule pour ma fille. Hmm. Parce que, comme on m'avait dit que c'était voyante belge, je l'avais dit. Si pour ma fille à elle, je lis dans la boule de cristal, si je vois quelque chose de désagréable, je vais tricher, je ne vais pas lui dire. Et quand on commence à tricher, après on perd toute possibilité. Voilà, tu vois. D'accord. Ah oui, intéressant. Ouais. C'est un peu original tout ça. Hmm. Hein. Bon, et est-ce que tu l'as toujours, cette boule de cristal, aujourd'hui? La boule de cristal, je l'ai toujours, oui. D'accord. Je ne la pratique plus maintenant, hein, Oui. c'est sûr. Mais j'ai fait des stages où j'apprenais aux gens à voir dans la boule de cristal. Je leur apprenais à voir dans la boule de cristal. Et je t'assure que je n'ai jamais eu quelqu'un qui reparte du stage sans voir dans la boule de cristal. Alors, on commençait par faire des verres ballons. Parce qu'en réalité, je pensais au Dalai Lama, à son secrétaire, c'est les reflets dans l'eau qui sont un peu copiés par la boule de cristal. Tu vois? Hmm. C'est le reflet dans l'eau qui nous donne des renseignements. Et la boule de cristal, elle en somme une copie de l'eau. Avec la différence que dans un verre d'eau, on a les mêmes résultats qu'avec une boule. Ah La d'accord. seule chose, c'est que la boule, on peut la manipuler, le verre d'eau, on ne peut pas. D'accord. Je t'assure, dans les stages que j'ai organisés, j'ai toujours eu des gens qui sont repartis en voyant dans la boule. De là à faire une prédiction, attention, c'est autre chose. Voir dans la boule, on voit. Mais de là après, à ce qu'on voit, faire des interprétations pour le futur, ça c'est encore un autre travail sur toi, je peux dire. Tu vois? Hmm. Ouais, c'est un autre niveau. Ok. C'est Ben, notre niveau. ouais. Je pense que c'est une question d'honnêteté
et, comment dirais-je, d'honnêteté dans le sens qu'il faut pas dire les choses pour faire plaisir aux gens, il faut être toujours sincère, et de l'autre côté, il faut être soi-même dans un état psychique convenable pour se permettre de le faire, tu vois, voilà. Ok, c'est important, ouais. Et oui, Eh ben, écoute, Charlie, ça va, ça va faire 1 heure, ça y est. c'est l'heure complète, Eh oui, ça y est. et bien voilà. Moi, ce que je te propose la prochaine fois, eh bien, c'est qu'on revienne un peu dans le passé et qu'on essaye de voir la genèse de tout ce qui est, bien justement, l'origine des conférences que tu faisais sur l'ufologie, sur l'ésotérisme. Oh, oui, Voilà, on oui, bien sûr. on repartira sur ces sujets-là. Oui, on prend comme oui, d'accord. Tu prépares à ton idée, comme tu voudras, hein. Il y a pas de Voilà. souci. Voilà, et j'en profite aussi pour vous dire que le dernier livre de Charlie Chanson, La momie de Venise, le culte du sang et la recherche de l'immortalité, voilà, est en vente, vous pouvez le retrouver sur Amazon, par exemple, hein. C'est aux éditions de L'Œil du Sphinx, les éditions de Philippe Marlin et voilà, vous pouvez, profiter de ce dernier livre, qui est entre le roman et puis la recherche initiatique, sur ce sujet de l'immortalité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour, un prochain volet de la vie de Charlie. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet entretien. Et je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain. Très bien, merci à toi aussi, bon week-end. Au revoir Charlie. Ciao, ciao.